Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va toujours bien, toi? Ça va, merci. On passe d'un tigre qui a quitté Elemental, Stéphane Charlin, qu'on a eu dans l'épisode de mercredi, qui est disponible sur nos différents canaux, à un tigre qui est toujours dans Elemental, c'est ça? Klaus Zaug? Presque en Elemental. Oberargau. Oberargau. Ouais, voilà. C'est à la frontière de l'Emmental. Faut être précis. Et Klaus, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je ne sais pas, ici, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas encore dans le hockey suisse. Journaliste depuis combien d'années tu couvres le hockey sur glace pour les différents médias alémaniques? Depuis 1977. Wow. J'étais même pas né, tu te rends compte? Donc, ce sera bientôt le demi-siècle. 50 ans de Klaus Zaug dans les médias en 2027. Oui. Je crois, je n'ai pas compté, mais je crois que je suis pour la 42e fois champion du monde. Et je voulais justement te poser la question. Moi, je fais ça depuis 2008, mon premier championnat du monde. Oh, tu es vétéran aussi. Pas encore. Toi, tu es le André Sambul et puis moi, je suis Kanyega. Oui, à peu près ça. Ouais. Mais je me dis, chaque fois que je suis en salle de presse, tu es là, tout le temps. Tu n'as jamais dit, cette année, j'ai pas envie, je vais pas au championnat du monde, j'en ai marre. Non, moi, je pense que c'est un privilège. Et puis, le journalisme et puis le hockey, pour moi, c'est une passion. Et puis, j'ai le privilège de transformer ma passion dans ma profession. Et puis, moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont ce privilège. Et puis, je sais bien que les journalistes râlent tout le temps. Ah, il y a ci, il y a ça. Mais moi, je peux dire, être journaliste, c'est vraiment, comme j'ai dit, un privilège. Ouais, je pense qu'on vit la même chose avec moins d'années que toi, mais on vit un petit peu la même chose en faisant ça sur notre temps libre, sur notre envie de faire ce podcast aussi, parce qu'on est content de pouvoir partager ce qu'on vit ici. Mais toi, tu as vécu l'évolution du hockey, évidemment, en 50 ans, mais tu as vécu l'évolution des gens, de ce milieu, des médias, des contacts entre les gens. C'est plus difficile de travailler aujourd'hui? Moi, je dis, c'est pas plus difficile, mais c'est différent. Donc, quand c'est différent, il faut s'adapter. Bien sûr, j'ai vécu les périodes où c'était la romantique des médias. Tu vois, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Tu pouvais rencontrer les joueurs presque où tu voulais. Ça, c'était différemment, mais aujourd'hui, la base est la même. Moi, je dis toujours, être journaliste, ça veut dire il faut causer avec les gens. Mais aujourd'hui, comme tu as tout dans le web, les jeunes journalistes sont souvent, ils ont la tendance, on est au bureau, mais puis on trouve ça dans le web, on prend ci et ça. Mais il a un vieux journaliste américain, Derek Jones, du Edmonton Journal, qui m'a toujours dit, quand tu écris sur quelque chose, il faut que tu sais plus que ton lecteur sur le sujet. Et quand je cherche mes informations dans le web, c'est la même chose comme mes lecteurs. Donc, il faut discuter avec les gens. Aujourd'hui, on était au Media Day, on a enregistré après le Media Day. Tu as parlé notamment avec Leonardo Giannoni, par exemple. Comment tu vois ton rapport avec les gens? Parce que tu es quand même quelqu'un de très connu en Suisse allemande qui fait l'opinion, on va dire, si j'ose dire ça comme ça. C'est Eismeister Zaug. C'est Eismeister Zaug. Sur Watson, on fait une rubrique à ton nom. Ça te place l'aura de la personne. Comment tu prépares une interview avec Leonardo Giannoni? Comment tu vois ton rapport avec les joueurs? Et il a évolué, j'imagine? Non, moi je pense... il a deux possibilités de préparer une interview. Tu peux noter toutes les questions que je veux poser, ça. Et après, tu commences l'interview, tu fais question par question. Mais moi, je trouve qu'il faut différemment. Tu te dis, moi, je veux causer sur 2-3 choses, et après, tu commences à discuter. Et puis, ça se développe. Tu vois, il a l'exemple, tu dis à un joueur, vous avez marqué 3 buts
comment vous allez? Et puis le joueur dit peut-être, ouais, mais maintenant ça va plus avec l'entraîneur. Et puis après tu dis, oui, et puis le prochain match, qu'est-ce que vous faites? Et le joueur dit, oui, mais l'entraîneur ça va plus. Et puis tu dis, oui, et puis après, qu'est-ce que... Tu vois, il faut sentir ce que... Il faut laisser développer une interview. Ouais, je pense qu'on est pareil d'ailleurs. Hein. Souvent, quand on se voit en salle de presse, tu viens vers moi et tu me dis, c'est quoi la polémique aujourd'hui? C'est devenu un running joke entre toi et moi, mais pas que moi, de dire, c'est quoi la polémique aujourd'hui? C'est quelque chose que tu aimes bien, je pense. Comment toi tu vois cet aspect polémique? Tu dis souvent le terme polémiste pour parler de toi. Non, moi je pense que aujourd'hui, à l'époque, un journaliste, il pouvait raconter ce qu'un joueur a raconté. Tu vois, c'était encore quelque chose parce qu'il n'avait que le journal comme média. Et puis si un joueur disait quelque chose, comme fin du hockey, tu pouvais que lire ce qui était dans le journal. Mais aujourd'hui, ce que les joueurs racontent, ils racontent sur les médias sociaux, tu vois, sur les médias online, partout. Alors le journaliste, il doit essayer de raconter une histoire. Et puis comme le journaliste est autour les joueurs, les clubs, le journaliste a la possibilité de sentir qu'est-ce qui se développe là, qu'est-ce qu'il y a là, parce que ça brinque toujours un petit peu à gauche ou à droite. Et puis de trouver ce qui pouvait se passer, puis raconter ça comme histoire. Mm-hmm. Ça, je pense, aujourd'hui, comme journaliste, c'est ça ce que les lecteurs aiment mieux que juste une interview. On veut gagner le prochain match. Ben, c'est un podcast aussi, c'est pour ça que le format plus long, avant, maintenant, on voyait sur les réseaux sociaux, c'est très court, il faut que ce soit 1 minute ou quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a des gens qui aiment bien écouter quelque chose de plus long, de développer, pour avoir un peu plus Ouais, que ça amène un petit peu plus quelque chose dans la tête, plutôt que simplement juste des images, des clips comme ça. Oui, moi je pense que c'est ça. Aussi pour le futur, le journaliste qui doit être présent au match, causer avec les gens, écouter ce qu'on se raconte dans le bistrot, autour de l'équipe, et puis te trouver là une histoire pour raconter. Parce que, comme tu dis, le reste, les interviews, ça se trouve partout. Et puis, ce qui est aussi intéressant, tu te rappelles, au début des radios privées, ils ont fait les matchs en direct, toute la soirée. Après, on a dit non, les gens, ils ne veulent plus écouter un match. Et puis, aujourd'hui, les radios locaux, ce sont des jukebox qui jouent la musique toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Les podcasts. Ça veut dire que les gens, ils veulent écouter quelque chose, des histoires. Ouais, absolument. Et même, il y a certaines radios en Suisse romande, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse alémanique, mais Radio Fribourg continue de faire les matchs en direct. Radio Lac, pour Genève, est en direct. Il y a encore bien aussi, le match est en direct, mais c'est vrai que ça se perd gentiment, cet aspect-là. Je voulais savoir, toi qui as vécu... Tu disais énormément du championnat du monde. Tu me disais avant, en marge de l'épisode, c'est le plus calme de l'histoire ou que tu as vécu cette année au Danemark. Ça t'embête? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est vrai, moi je me rappelle pas un tournoi si calme comme cette année. Mais c'est aussi logique parce que la position de Patrick Fischer n'est pas mise en question. Et puis, le but, c'est les champions du monde chez nous, à Zurich et à Fribourg. Et puis, ce qui se passe cette année, même si on ratait les quarts de finale, ça n'avait pas de conséquences. Parce qu'on disait, oui, mais il faut voir, c'est important, c'est les champions du monde l'année prochaine dans notre pays. Et puis... Non, il n'a pas de raison pour des polémiques, c'est vraiment calme, et puis on peut voir les matchs, et puis
pour une fois, c'est un petit peu tranquille. Nous, on a un recul sur cette équipe de Suisse qui est d'une quinzaine d'années. Justement, j'ai dit mon premier mondial, c'était en 2008. Donc, on voit déjà l'évolution entre l'équipe qui était à Québec la première fois où je suis allé, aujourd'hui, qui est une grande équipe. Mais toi, tu as vécu, j'imagine, des championnats du monde du groupe B dans les années 90. C aussi, voire non? C peut-être, ou c'était juste avant? Non, j'ai jamais vu un champion du monde dans le groupe C, malheureusement pas. Mais c'est pas trop tard, hein, tu peux encore, mais pas avec la Suisse, mais tu peux si une fois tu veux essayer. Oui, ou groupe T. Ou... Le développement de l'équipe de Suisse, mais finalement du hockey suisse, toi, tu arrives à l'analyser et à te dire, il y a eu un turning point à un moment dans l'histoire du hockey suisse où tu t'es dit, OK, là, ça devient la nouvelle ère un peu plus professionnelle. Moi, je pense quand on a installé les playoffs au printemps de 86, ça c'est un point très très important. Depuis, c'était aussi les années 80, c'était les années où on avait les premiers professionnels. Mm-hmm. Il avait à 86-7, tu avais peut-être une dizaine, quinzaine de joueurs vraiment professionnels. Ça veut dire des joueurs qui gagnaient assez avec le hockey pour gagner la vie. Tous à Lugano, presque. Il y en a quelques-uns à Berne aussi, ouais. Mais il avait vraiment très peu. Ça veut dire, les autres, ils étaient des amateurs. Et puis, au milieu des années 95, ça commençait le professionnalisme. Les joueurs, ils avaient le temps maintenant d'être des professionnels. Ça veut aussi dire qu'ils pouvaient s'entraîner beaucoup mieux. Ils étaient tactiquement beaucoup mieux dans tous les sens. Et puis là, ça commençait le développement du hockey. Le professionnalisme, c'est la clé parce que des joueurs qui peuvent s'occuper toute l'année avec leur sport. Ils sont différemment que les amateurs, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Greg, tu seras aussi d'accord pour dire que j'ai un immense respect pour Jean Martinet, l'ancien président de Fribourg, quand il a fait venir Bikov et Komutov. Pour moi, ça peut être aussi un turning point où les autres joueurs étrangers... Le championnat de Suisse, c'était intéressant, mais là, les autres se sont dit « Ah ouais, ok, eux, ils préfèrent aller dans ce championnat-là, c'est que ça doit être pas mal. » Oui, c'est surtout... Andrei Khomutov, il était le meilleur buteur des championnats du monde 90 à Berne et Fribourg. Et lui, il a signé pour la saison suivante à Gotteron. C'est le moment où les gens ont réalisé « Oh, notre championnat, ça c'est pas mal, hein ?» Ça, c'est pas... Oh, ça, c'était aussi... Il a ces épisodes, les playoffs, il a les années avec les Russes, mais aussi les entraîneurs qui arrivaient avec renommée internationale. Ça a tout aidé pour développer le hockey suisse. Et en plus, il ne faut pas oublier, dans les 20 dernières années, on a renouvelé l'infrastructure. On a les nouvelles patinoires maintenant presque partout. Maintenant, Genève, qui était construit à 61 pour les champions du monde, ça c'est maintenant le musée de notre hockey, là. Ouais, la Resega, ou je sais pas quoi, de la Romandie. Exact, ouais, la Resega, c'est quoi? C'est la Corner Arena maintenant, hein, à Lugano. Donc, ouais. On sait. Moi, j'utilise aussi c'est là que je vois que je suis plutôt un ancien, c'est que j'utilise encore les anciens noms. Pour moi, j'arrive jamais avec les naming des trucs. Pour moi, effectivement, c'est la Resega. Donc, Lille-Fils. Je sais pas comment toi tu dis, mais moi, c'est Lille-Fils. C'est maintenant la Emmentalversicherung Arena. Ouais, tu l'appelles jamais comme ça. Tu écris jamais ça. Non, je crois que personne n'écrit ça. Parce qu'on savait pas ce que c'est. C'est la Lille-Fils. Oui. C'est de la culte, Lille-Fils. J'ai une question pour toi. Ton français est excellent? Non, ça va. Tu as un accent, on sait d'où tu viens, mais le vocabulaire est excellent, tu as un très bon français. Ça vient d'où? Tu as une affection pour la langue française? Non, mais quand j'ai terminé l'école, j'ai dû attendre une année pour commencer c'est l'apprentissage commercial à la banque chez nous, dans le village. Et puis, qu'est-ce que je fais?
J'ai une année, donc je suis allé chez un paysan suisse romande, à Missy. Tu sais où c'est Missy? Oui. Tu sais? Oui. C'est près de Payerne. Exactement. Et puis j'ai passé une année là-bas, et puis pour apprendre un petit peu le français. Puis, Un petit peu, ouais, puis j'ai toujours adoré la culture romande parce que c'est très intéressant. On a aussi le Jura, et puis en canton de Berne, on a aussi des régions où on parle français. Et puis tu sais qu'à Berne, l'élite de Berne, dans les anciennes époques, ils parlaient français pour faire la différence entre eux et le peuple. Berne a une affinité pour la culture française, francophone. Et même aujourd'hui, les bourgeois de Berne, entre eux, ils parlent souvent français. Toi, t'aimes beaucoup l'histoire. Je rigole souvent quand je lis tes textes parce que tu fais tout le temps des références, souvent des références historiques. Et c'est une passion aussi, au même titre que le hockey, de pouvoir mêler ces deux choses dans ton travail. Oui, c'est vraiment une passion parce que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Sans ça, tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que j'aime bien l'histoire, oui, c'est vrai. Et puis j'aime bien de faire des comparaisons de temps en temps avec le passé, oui. Je saute un peu du coq à l'âne, je suis désolé, j'aurais bien voulu avoir un truc plus logique, mais entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, il y a forcément ce Rösti-Graben que toi, tu n'as pas puisque tu parles très bien notre langue. Et on a l'image avec les médias alémaniques et les médias romans. Souvent, les romans, ils ont un peu ce sentiment, et nous, ça nous énerve un petit peu, de dire « Oh là là, c'est les alémaniques, eux, un peu Liga Mafia, c'est un peu eux qui dirigent, oui, c'est Zurich et Berne, oh là là. » Comment toi, tu vois ça? Est-ce que tu es un peu là, ouais, les romans, les Belges, calmez-vous, ou tu comprends que, comme on est une minorité, il y en a certains qui soient un peu... C'est facile de se sentir un petit peu... plus faible? Non, ça, moi, j'adore ça parce que c'est pas le réflexe belge, c'est le réflexe des minorités. Quand tu vas en Emmental, non, mais là, c'est bien sûr la mafia, là, les arbitres sont contre nous, et le Vöchtlin, il fait toujours le calendrier contre nous. Tu vas au Tessin, oh, la mafia, les Suisses allemands, ils sont tous contre nous. Tu vas à Davos, oh, mais bien sûr, c'est Zurich, quoi. Non, c'est là. Mais quand tu es une minorité, il faut un petit peu avoir ce réflexe. Ça, c'est normal, ça. Tu trouves que c'est pas un peu un réflexe de se plaindre, d'être un peu un Calimero, enfin je sais pas comment c'est, de dire oh, pauvre de moi, et puis d'attendre un peu que ça vienne à soi plutôt que d'essayer de se battre un petit peu? Non, mais je crois cette mentalité est plutôt une mentalité positive. Ah, c'est mafia, mais non, mais nous, on se débrouille pour... Moi, je n'ai pas l'impression que les Romans pleurent, par exemple, dans le hockey. Les Romans, ils ont toujours une mentalité, je ne peux pas dire pour se bagarrer, mais quand même une mentalité avec assez de confiance, et puis... ils sont fiers d'eux, et puis c'est pour ça la culture romande dans le hockey est très forte depuis la fondation de la fédération en 1908 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le hockey roman a longtemps, c'était Lugano, de temps en temps Lugano, les Alémaniques qui gagnaient les titres. Là, il y a eu le titre de Genève en 2022 face à Bienne en finale. 23. Il y a eu 2 fois Lausanne en finale consécutivement. Tu vois justement que le hockey roman devient de plus en plus fort et donc menaçant pour les clubs alémaniques? Moi, je vois la différence entre ces deux cultures de hockey. En Suisse alémanique, on a mieux structuré le hockey. Les clubs en Suisse alémanique sont un petit peu mieux structurés, parce que c'est un petit peu notre mentalité, les Suisses, Alfred.
Et puis en Suisse, et puis chez nous, on a les émotions sur la glace, mais pas dans les bureaux des dirigeants. Et puis en Suisse romande, j'ai souvent l'impression que comme les Romains, ils sont passionnés pour le hockey, ils ont trop souvent les émotions, pas seulement sur la glace, mais aussi dans les conseils administratifs ou dans les bureaux des managers. C'est à peu près ça la différence. Et quand tu as un sport avec beaucoup d'émotions et tu arrives à structurer les émotions, tu as plus de succès que ceux qui ont de la peine de structurer les émotions. Fribourg est un exemple extraordinaire. Tu parlais de Martinet, ça c'était un magicien des émotions. Mais ils n'ont jamais gagné un titre avec lui. Mais ce que lui a fait avec ses émotions, ça c'est mieux. Gauthieron gagne un titre, ça ne sert à rien. Il veut rêver de quoi? Non, il veut... S'ils gagnent un titre, ils sont comme tous les autres, comme Zurich, Berne, Genève, Davos. Gauthieron, c'est un culte, pas être champion. Là, je ne sais pas comment vont réagir les fans fribourgeois qui vont écouter ça, mais j'aime bien l'idée, en tout cas, là derrière. Mais toi, justement, tu parles souvent de romantisme dans le hockey sur glace. Là aussi, ça fait appel à cette corde-là, de parler du romantisme de ce club, de clubs qui ne gagnent pas. Il y a des clubs avec qui tu es plus attaché que d'autres? Non, attaché, je pense que ce n'est pas le nom. Moi, j'adore les clubs, oui, la romantique. Quand tu n'as plus la romantique dans les sports, tu ne le suis plus. Comment tu veux être passionné de quelque chose qui n'a pas les émotions, la romantique? Et puis, tu vois, il a des moments, j'adore Berne, parce que ça brinque, il fout dehors les entraîneurs. Mais des fois, j'adore Ajoie, Ajoie, j'adore, parce qu'en automne, ils sont l'euphorie, et en printemps, ils sont la panique. L'année par année, ça c'est génial. Ça, on vit le hockey. Moi, j'aime les interviews avec Lutti, je cherche le prénom, Marc Lutti. Des fois, toi, il y avait des interviews avec Marc Lutti où c'est assez. Quand tu le retranscris, c'était juste nine ou bien un truc. Rien. Et tu aimes bien c'est un petit peu ce combat avec le grand chef, puisqu'en plus, ils ont déjà gagné beaucoup. Donc. Oui, donc tous les clubs, ils ont leur culture. Et comme je disais, je crois qu'il n'y a aucun club qui vit le hockey intensif comme Ajoie aujourd'hui. Comme ça commence avec l'euphorie, après la dépression, après la panique, mais ils reviennent en automne. C'est vraiment génial. Et du coup, Zurich, ça t'embête, j'imagine. C'est une machine qui gagne. Il commence en septembre, on sait que Zurich va gagner. Ça t'ennuie? Non, on peut aussi adorer cette machine. Parce que dans les sports, il y a toujours quelque chose. Et jamais quelqu'un va gagner tout le temps. Jamais. Donc, à Zurich, ça veut aussi brinquer. Et puis, on rentrera dans une période où ils vont virer l'entraîneur. Il faut être patient et puis garder. Et puis, on a la polémique. Si tu devais revivre un match que tu as vécu en 50 ans, c'est quoi le plus fort souvenir que tu as? Il y en a plusieurs. Allez, tu peux en dire 2 ou 3. Ouais. Je te dis 3. Un match, c'était dans la tour de promotion-relégation au printemps 1998. Langnau contre Chaux-de-Fonds. Il avait Chaux-de-Fonds, Langnau, Herisau. 3. Et 2 sont relégués. On a réduit la ligue avec une équipe. Et puis Chaux-de-Fonds c'était une grande équipe. Ils ont dominé le match à Langnau. À l'époque, on n'a pas encore compté les tirs au but. Mais je crois qu'ils ont dominé à 50 en 12. À 12 tirs. Mais Martin Gerber, il a tout arrêté. J'ai jamais vu un gardien
jouer comme Martin Gerber dans ce match et Langnau a gagné. Ça, c'était incroyable. Une équipe a totalement dominé, mais le gardien, il arrêtait tout. C'était Morgarten, on peut dire. Ouais, c'était à peu près ça, ouais. Et Langnau avait gagné? Oui, Langnau gagnait. Là, ils ont mis la base pour la promotion. Et puis, ça a cassé Chaux-de-Fonds. Je crois que ça a cassé Chaux-de-Fonds pour les 10 prochaines années. C'était les frères Lebeau. Moi, je crois qu'ils étaient 4 ou 5 fois tout seuls. Et Martin Gerber, il arrêtait tout. Ça c'était... Et puis, un autre match, c'était les champions du monde 85 à Prague. À l'époque, il avait un tour final. Et puis, les Tchèques ont battu les Russes. Dans les Gruppenspiele, les Russes, ils ont complètement dominé les Tchèques 5-1, et puis on croyait ça ne peut pas aller. Mais dans la tour finale, les Tchèques ont battu les Russes. Et puis la patinoire, c'était joué à guichet fermé. Et puis après le match, il y avait 12 000 personnes au minimum qui ont chanté la hymne tchécoslovaque. Tu vois, c'était à l'époque, il y avait d'abord la partie tchèque de la hymne et après la partie slovaque. Et puis la partie tchèque, c'était... Et puis la partie slovaque, c'était un petit peu mélancolique. Et ça, j'oublie jamais. Comme ils ont chanté cette hymne quand ils ont battu les Russes, là. Ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment... Et puis le contexte historique aussi. Hein. Oui, quand c'était... Si tu disais, oh, attendez 4 années, puis les Russes sont loin, non, ça, on ne croyait pas. Et puis, ce qui était aussi un match surtout historique, quand les Suisses ont gagné les quarts de finale à Prague, 3-1 à 92. Tu vois, les Suisses, depuis les années 50, depuis on a gagné la médaille de bronze en 53, les Suisses, ils étaient nuls sur le niveau, vraiment nuls. Et puis là, on gagnait les quarts de finale au championnat du monde contre les Allemands, et on était 4e. Ça, c'était incroyable. On ne croyait pas les yeux. Hein. Qu'est-ce que tu penses du fait, tu parlais de la Russie et de la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie maintenant, qu'est-ce que tu penses que sans les Russes, c'est quand même, est-ce que tu penses que l'équipe qui est championne, il y a un petit côté, c'est moins fort parce que vous n'avez pas battu les Russes, tandis qu'en 2018, quand la Suisse est tout près d'être championne du monde, il y avait encore les Russes. Maintenant, il n'y a plus les Russes. Oui, il faut toujours faire attention quand on fait des remarques politiques. Mais on oublie maintenant la politique et tout. On garde que le hockey. C'est dommage que les Russes ne sont pas là. Mais juste, on garde le hockey. Parce que dans le hockey, les Russes, ils sont tellement importants pour le hockey. C'est comme le Brésil en foot. Et quand ils ne sont pas là, il manque quelque chose. Moi, j'aurais dit le Brésil, j'aurais plutôt vu le Canada. Pour moi, l'analogie entre... parce que le Canada, c'est leur religion, c'est un petit peu comme ça. Mais je comprends bien évidemment ce que tu veux dire. Que c'est un adversaire, ou en tout cas un pays important de notre sport, en fait. Oui, ils sont une grande partie de la culture de hockey sur glace. Et puis, ça manque. Et je peux te poser une dernière question sur tes souvenirs. Et après, on arrête là. Si tu devais... C'est quoi ton regret d'interview que tu n'as jamais pu avoir et celle que tu as préféré faire? Et là aussi, ça fait beaucoup, hein, je sais. Celle que tu n'as jamais pu avoir, peut-être, c'est plus facile, mais... Ça, c'est une bonne question. Parce que je pouvais... Les interviews que je voulais faire, je pouvais les faire. C'est vraiment une bonne question. Peut-être qu'il n'y en a pas, finalement. Je trouve pas une... Aucun regret en 50 ans? Non. C'est pas Wayne Gretzky, je sais pas, tu as fait toutes ces stars, Gretzky, Lemieux... Alors, pour comparer, pour expliquer la différence, en 1985, j'étais à Edmonton.
Et puis c'était l'époque, tu n'avais pas encore la NHL chez nous, dans tous les médias et tout. Et puis il y en a très peu de journalistes européens qui ont visité des matchs à NHL. Et puis quand tu étais là, tu étais un exode. Et puis le chef des médias, Edmonton, c'était Bill Tweley. Plus tard, il est devenu vice-président des Oilers. Et puis j'étais à l'entraînement. Et puis j'ai dit à Bill, « Hey Bill, est-ce que c'est possible de faire une interview avec Gretzky ?» Puis il disait, il faut que tu lui poses la question quand il a le temps. Et puis tu pouvais, même aujourd'hui, après, quand il s'entraîne, après tu peux aller dans les vestiaires. Et puis je me suis présenté de Klaus Sauk de Suisse. Et puis lui, il était amusé un petit peu. Suisse. Et puis il a dit, oui. Et puis on a fait rendez-vous dans un café à Edmonton à 2h. Et puis il était là. Et puis on a discuté plus qu'1 heure. Mais aujourd'hui, c'est absolument impossible. Même aujourd'hui, les joueurs, ils ont l'ordre, ils n'ont pas le droit de discuter avec un journaliste en dehors des interviews organisées. Sidney Crosby, un café comme ça maintenant. Impossible. Personne même pense à ça. Quand tu es aujourd'hui après les matchs, tu es dans les vestiaires là, tu as seulement le droit de discuter le match. Tu n'as pas le droit de poser les questions en dehors du match. Et il y a toujours au minimum 2 ou 3 qui écoutent si on discute autre chose. Et puis à New Jersey, quand tu discutes avec Siegenthaler, la Suisse allemand, il a tout de suite un qui dit, et puis non, we're talking about the game. Ça, c'est aujourd'hui. C'est ça la différence des médias. Et puis à l'époque, la NHL, tu pouvais causer avec les joueurs comme aujourd'hui dans notre ligue. Hein. Ça, c'est la différence. Un petit peu moins de romantique, là. Et donc, cette interview de Gretzky, elle est dans tes plus grands souvenirs ou même pas? Non, pas... non, mais les vrais souvenirs, c'était... J'étais capable de faire des interviews avec Fetisov, Makarov et Larionov à l'époque où c'était encore... c'était dans les années 85-86. Ça, c'était même plus impressionnant. Mais bien sûr, je ne pouvais pas causer dans leur langue. Il y avait un interprète, un traducteur. Oui. Mais j'ai eu de la chance. Je connaissais un Tchèque qui parlait parfaitement le russe, l'anglais et l'allemand. Il a fait l'interprétation. Parce que souvent, il avait à l'époque des conférences de presse après les matchs avec les 2 entraîneurs. Et Tikhonov, l'entraîneur des Russes, il avait avec lui, bien sûr, un interpréteur. Et puis... Tikhonov, il disait... Et puis l'autre, il a dit... Mr. Tikhonov says it was a good game and the opponent was very strong and he's very happy about the win. Et puis mon collègue tchèque a dit... Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit ça, ce qu'il a raconté. Oui, ça, c'était l'époque de la romantique. Bon, on est déjà arrivé au bout de la demi-heure qu'on avait à disposition parce qu'après on doit rendre la pièce dans laquelle on fait cette interview. Merci Klaus d'avoir accordé un petit peu de temps pour... merci pour l'invitation. Et nous, on sera de retour après les 2 matchs de l'équipe de Suisse qui va jouer contre l'Allemagne ce jeudi, contre la Norvège vendredi. Prochain épisode, c'est probablement samedi, à voir selon notre emploi du temps, mais sur nos réseaux sociaux, on pourra vous dire à quel moment ça aura lieu. Merci pour votre fidélité. Merci encore Klaus et à bientôt. À bientôt. À bientôt.